Quand elle a décidé de l'aider, ce n'était pas pour le remplacer ni pour briller à sa place, c'était par amour, par loyauté, par cette volonté presque instinctive de soutenir, de partager, d'être deux, vraiment. Mais dans cette histoire, le mot « aider » a fini par se tordre dans la gorge. Il est devenu empiété, perturbé, mal faire. Et ce qui avait été offert avec tendresse s'est retourné contre elle comme une preuve d'échec. Elle s'était donnée, pas seulement son temps, mais son énergie, ses idées, sa présence. Et quand les résultats n'ont pas été aussi bons qu'avant, il n'a pas cherché à comprendre. Il a simplement dit que quand c'était lui, ça marchait. Et depuis que c'était elle, tout était parti en vrille, comme si c'était une évidence, comme si ce n'était même pas discutable. Et ce n'est pas la première fois. Elle l'a senti, comme une morsure dans la poitrine. Cette sensation ancienne, familière, que ses efforts ne valent rien, que quand elle fait bien, c'est normal, invisible. Et quand elle se trompe, c'est grave, inexcusable. Elle voulait aider et elle s'est retrouvée à porter le poids d'un échec qu'elle ne comprend même pas. Mais il en est sûr, lui. C'est elle. Elle est le problème. Trop présente, trop insistante, trop têtue. Mais pourquoi ça la touche autant? Parce que ce n'est pas juste une dispute, ce n'est pas un simple désaccord, c'est une blessure bien plus profonde qui s'ouvre, celle de ne pas être vue pour ce qu'elle donne, celle de se sentir en faute simplement pour avoir existé un peu trop près de l'autre. Jung disait que ce que nous ne voulons pas voir en nous, nous le projetons sur les autres. Et souvent, ceux qu'on aime le plus deviennent le miroir où l'on déforme notre propre honte. Il n'a peut-être jamais digéré l'idée que les choses puissent aller mal sans qu'il soit aux commandes, que la réussite ne lui appartenait pas, que ce n'était pas son talent, ni sa méthode, mais une série de circonstances bien plus complexes. Il n'a pas supporté de ne plus être l'axe central du succès. Et plutôt que d'embrasser cette vérité troublante, il a préféré désigner un coupable, elle. Et elle, dans ce silence tendu, dans cette attente d'un mot juste, d'un merci, d'une main posée sur la sienne, elle s'effondre en dedans, pas en larmes, pas en colère, mais en retrait. Quand une femme se tait, ce n'est jamais anodin. C'est un silence chargé de déceptions accumulées, d'injustices étouffées, de blessures que personne ne veut reconnaître. Elle se dit peut-être qu'elle exagère, qu'elle est trop sensible, qu'elle devrait comprendre son mari, qu'il est juste stressé, mais une partie d'elle sait. Elle sait que ce n'est pas la première fois qu'elle se retrouve dans cette position et que ça commence à peser lourd. Elle commence à douter d'elle, de sa compétence, de sa valeur, comme si une seule remarque suffisait à tout effacer. Et c'est là que le piège se referme. Ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est ce que ça active en elle. Jung appelait cela la conjonction des complexes. Deux douleurs inconscientes qui se croisent, s'alimentent et créent un chaos émotionnel. Lui, dans son besoin de contrôle et de reconnaissance. Elle, dans sa quête d'amour et de légitimité. Deux âmes blessées, chacune cherchant à guérir à travers l'autre, sans comprendre qu'elles ne font que réveiller ce qu'elles n'ont jamais soigné. Et dans ce tumulte, une vérité émerge. Elle n'est pas fautive. Elle n'a pas échoué. Elle a simplement été projetée dans un scénario qui n'était pas le sien. Elle a été le réceptacle d'un malaise qu'il ne sait pas nommer. Alors elle se demande, est-ce qu'il se rend compte? Est-ce qu'il voit la douleur qu'il provoque quand il efface ses efforts, quand il minimise ses réussites, quand il n'entend que ce qui va mal et oublie tout le reste? Peut-être pas, car voir cela exigerait de lui une humilité que peu osent affronter, admettre qu'il rejette sur elle ce qu'il n'ose pas affronter. En lui, qu'il n'est pas aussi solide qu'il le prétend, qu'il a peur lui aussi, peur de ne pas être indispensable, de ne plus être celui qu'on admire. Et pendant ce temps, elle continue de faire ce qu'elle a toujours fait. Elle tient bon, elle ajuste. Elle s'efface un peu pour que tout tienne debout. Mais chaque jour, elle s'éloigne d'elle-même. Elle se perd dans ce rôle d'assistante silencieuse, d'ombre discrète derrière un homme en colère. Et c'est là que commence la fracture. Non pas entre eux deux, mais entre elle et elle-même. Parce qu'on peut tout supporter sauf de ne plus se reconnaître. Et un jour, il faudra qu'elle choisisse. Continuer de se plier pour ne pas déranger, ou commencer à respirer pour exister vraiment. Mais pour ça, elle devra traverser le désert de ses blessures, regarder en face l'enfant intérieur qui n'a jamais été vu, et poser cette question qui change tout. Pourquoi suis-je toujours celle que l'on accuse quand j'essaie d'aimer? Elle s'est souvent demandé d'où venait cette sensation, ce poids dans la poitrine,
Cette impression de marcher dans une maison où chaque pas est jugé, où chaque mot peut être mal interprété. Une maison qu'elle a aidé à construire, mais qui ne la protège pas, qui parfois la rejette. Elle pensait que contribuer allait la rapprocher, qu'en s'impliquant, elle serait enfin reconnue. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que certaines blessures de l'autre sont si profondes qu'elles transforment tout don en menace. Il dit qu'elle ne l'écoute pas, qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Mais en vérité, ce qu'il ne supporte pas, c'est qu'elle existe en dehors de son regard, qu'elle pense par elle-même, qu'elle prenne des initiatives, qu'elle ne soit pas une extension docile de ses idées. Et ça, pour lui, c'est insupportable. Jung disait que l'ombre se manifeste dans les moments où nous nous sentons le plus en danger intérieurement, pas à cause d'une attaque extérieure, mais parce qu'une vérité non assumée vient d'être frôlée. Et ici, cette vérité, c'est peut-être qu'il doute de lui, qu'il se sent dépassé, et qu'au lieu de l'avouer, il attaque celle qui est la plus proche. Il la voit comme une adversaire, pas comme une alliée. Et ce regard-là change tout, car on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on perçoit comme une menace. On peut l'utiliser, la manipuler ou même la garder à ses côtés, mais pas l'aimer vraiment. Et elle le sent. Elle sent que quelque chose a basculé, que l'amour qu'il partageait s'est teinté de méfiance, d'agacement, d'irritation chronique, comme si chaque chose qu'elle faisait devenait suspecte. Elle n'a pas changé pourtant. Elle est toujours celle qui veut bien faire, mais elle n'est plus perçue comme telle. C'est là que commence la distorsion la plus perverse, quand l'autre nous voit à travers son propre filtre de peur, et que, sans s'en rendre compte, on commence à se voir avec ses yeux à lui. Elle doute, se replie, se corrige. Elle relit ses messages avant de les envoyer. Elle évite certains mots, certaines phrases. Elle anticipe ses réactions. Elle devient stratège dans son propre couple. Et ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la survie. Mais pourquoi reste-t-elle? Parce qu'elle espère encore. Parce qu'elle connaît d'autres facettes de lui. Parce qu'il n'est pas toujours dur. Parce qu'il lui arrive de sourire, de s'excuser, de lui dire qu'il l'aime. Et dans ces moments-là, elle oublie. Elle se dit que c'est passager, que ça va s'arranger. Mais au fond, une autre voix murmure. Une voix plus ancienne, plus triste. Celle de l'enfant qu'elle était. Celle qui voulait juste qu'on la voie, qu'on la félicite, qu'on lui dise bravo. Celle qui a appris que l'amour devait se mériter, que pour être acceptée, il fallait être parfaite, et surtout ne jamais faire de vagues. Alors elle continue, à donner, à espérer, à s'adapter. Mais un jour, elle réalise que tout cela la vide, qu'elle n'a plus d'énergie, qu'elle se lève fatiguée, qu'elle vit dans une tension permanente, et qu'elle ne sait plus très bien qui elle est ni ce qu'elle veut. C'est le moment où le corps commence à parler, où les migraines deviennent plus fréquentes, où l'estomac se noue pour rien, où les nuits sont agitées, peuplées de rêves où elle crie sans être entendue. Jung disait que le corps est l'ombre du psychisme. Ce que l'âme ne peut plus contenir, le corps le manifeste. Et ce qu'elle traverse, ce n'est pas juste une crise de couple, c'est une alerte, une implosion silencieuse. Elle pourrait fuir, partir, tout quitter, mais ce n'est pas si simple, car ce qu'elle affronte, ce n'est pas seulement lui, c'est une structure interne, un modèle qu'elle porte depuis l'enfance, celui de la femme forte mais silencieuse, celle qui endure, qui tient, qui ne demande rien. Alors la véritable révolution, ce n'est pas de partir, c'est de se relever intérieurement, de reprendre sa voix, de s'autoriser à dire non, à dire stop, pas dans la colère, mais dans la clarté. Elle n'a pas à prouver sa valeur, elle n'a pas à se justifier, elle est, et ça suffit. Mais ce chemin vers soi n'est pas facile. Il demande de regarder en face toutes les fois où elle s'est effacée, tous les moments où elle a cru que se faire petite allait lui éviter les conflits, tous les silences qu'elle a avalés en espérant la paix. Elle doit maintenant faire le deuil de cette illusion, comprendre que la paix qui coûte sa vérité n'est pas la paix, mais une forme de prison. Alors elle respire profondément, et elle commence à écrire, à parler, à nommer, parce que la guérison commence toujours par là, par oser dire ce qui fait mal, par refuser de porter des fardeaux qui ne nous appartiennent pas, par remettre à l'autre sa part de responsabilité. Et ce jour-là, elle ne sera plus celle qui attend qu'on la reconnaisse, elle sera celle qui se reconnaît elle-même. Il y a un moment dans la vie d'une femme où tout ce qu'elle a supporté devient trop lourd, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle a été forte trop longtemps, pour tout le monde, sauf pour elle-même. Elle commence à sentir que son propre silence est devenu complice de sa douleur,
que chaque fois qu'elle a souri alors qu'elle avait envie de crier, une partie d'elle s'est éloignée de sa propre vérité. Et plus elle cherche à garder la paix, plus elle se perd. Elle repense à toutes les fois où elle a voulu dire non, mais a dit oui, par peur, par amour, par habitude, par réflexe. Et chaque oui donné à contre-cœur est devenu un minuscule poison dans son âme. Jung disait que ce n'est pas l'événement extérieur qui nous détruit, mais notre réaction inconsciente face à lui. Et ce qu'elle a fait pendant des années, c'est réagir selon un schéma ancien. Elle a confondu l'amour avec l'acceptation inconditionnelle de l'injustice. Elle a cru qu'aimer, c'était toujours comprendre, toujours pardonner, toujours encaisser. Mais aimer, ce n'est pas disparaître. Elle commence à le comprendre, lentement, comme une vérité oubliée qui remonte à la surface. Elle se regarde dans le miroir et se demande « Depuis quand ai-je arrêté de m'aimer moi-même ? Depuis quand ai-je accepté d'être traité comme un problème alors que je ne cherchais qu'à aider ?» Et la réponse lui fait mal, car ce n'est pas lui uniquement qui l'a rabaissée. C'est elle aussi qui s'est laissée réduire, qui a accepté les demi-mots, les regards fuyants, les critiques déguisées, qui a cru que son amour pouvait réparer ce que l'autre ne voulait pas changer. Mais l'amour ne sauve pas, il révèle. Et ce qu'il a révélé, c'est une femme blessée, fidèle, lumineuse, mais enfermée dans un rôle qui ne lui appartient plus. Elle n'a pas échoué, elle s'est trompée de mission. Elle pensait qu'elle devait porter l'autre. En réalité, elle devait se porter elle-même. Elle pensait que son rôle était d'équilibrer la relation. Mais un lien qui demande à l'un de se diminuer pour que l'autre se sente grand n'est pas un lien, c'est une domination camouflée. Alors elle commence à poser des limites. Pas des murs, mais des frontières claires. Elle commence à répondre quand quelque chose la blesse. Elle arrête de minimiser ce qu'elle ressent. Et c'est là que le vrai changement commence. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, c'est subtil. Elle ne hurle pas, elle ne se venge pas. Elle devient simplement plus présente à elle-même. Et c'est insupportable pour lui, parce qu'il sent qu'il perd le contrôle, que celle qu'il pouvait autrefois faire taire par une phrase, par une remarque, commence à ne plus réagir de la même façon. Elle ne pleure plus comme avant. Elle ne cherche plus à se justifier. Elle regarde, elle observe, et elle se choisit. Jung écrivait que l'individuation est ce processus par lequel une personne devient ce qu'elle est profondément, en dehors des attentes, des projections et des rôles assignés. Elle entre sans le savoir dans ce processus. Elle ne veut plus jouer le jeu du sacrifice invisible. Elle ne veut plus qu'on l'aime uniquement quand elle reste petite. Elle veut exister pleinement, même si cela dérange. Et oui, ça dérange, parce que beaucoup d'hommes, et de femmes aussi, préfèrent des partenaires qui rassurent leur ego plutôt que d'enrichir leur âme. Mais elle ne peut plus revenir en arrière. Quelque chose en elle s'est réveillé, un feu doux, ancien, presque sacré, une force tranquille qui dit « Je n'ai pas à me justifier pour exister. Je n'ai pas à mériter l'amour. Je n'ai pas à prouver ma valeur à ceux qui refusent de la voir. » Elle commence à écrire, à parler, à créer, pas contre lui, mais pour elle. Et chaque mot posé, chaque acte posé en conscience est une pierre de plus sur le chemin de sa reconquête intérieure. Elle n'a pas besoin de fuir, elle a besoin de renaître. Et cette renaissance commence quand elle cesse de se voir à travers les yeux de l'autre, quand elle ose se regarder, elle, vraiment, sans honte, sans peur, sans masque. Parce qu'au fond, elle le sait, elle n'est pas responsable de l'ombre qu'il refuse d'affronter, elle n'est pas sa honte, elle est sa propre lumière. Il y a des silences qui ne sont pas un retrait, mais une ascension. Elle ne parle plus autant, elle ne se défend plus à chaque reproche. Elle n'essaie plus de convaincre celui qui refuse de voir, parce qu'elle a compris que toute explication est vaine quand l'autre a déjà décidé que tout est de ta faute. Alors, elle choisit de faire autrement, de se retirer intérieurement non pas pour fuir mais pour s'écouter enfin, pour entendre cette voix qu'elle a tant de fois ignorée, cette voix intérieure, fine et persistante, qui chuchote depuis des années. Et toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu ressens vraiment ? Elle ferme les yeux, respire profondément et découvre un monde en friche, une terre oubliée, pleine de rêves abandonnés, de désirs étouffés, de colère contenue. C'est là que tout commence. Non pas dans le conflit, mais dans l'écoute de ce qui a été trop longtemps tu. Jung disait que la femme moderne ne deviendrait entière qu'en s'éloignant de l'image de la femme conforme.
celle qui fait plaisir, qui sourit, qui ne dérange pas, et qu'à la place, elle doit embrasser ce qu'il appelait l'âme sauvage, cette énergie authentique, libre, intuitive, souvent refoulée par peur du rejet. Elle commence à la sentir, cette énergie. Elle surgit dans les moments simples, quand elle marche seule dans la rue, quand elle rit sans se demander si c'est approprié, quand elle lit un livre sans interruption, quand elle peint, écrit ou rêve pour rien pour elle. Elle ne cherche plus à prouver, elle veut juste être, et c'est là que les choses bougent, car plus elle s'ancre en elle, plus l'autre vacille. Lui ne comprend pas ce changement. Il la trouve distante, froide, différente. Il dit qu'elle est égoïste, qu'elle pense trop à elle. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est qu'elle ne fait que réparer un déséquilibre vieux, comme leur histoire. Elle ne le rejette pas. Elle cesse simplement de se trahir. Et cela suffit à faire trembler les fondations de leur relation, parce que leur lien, depuis le début, s'est construit sur une dynamique invisible. Elle qui donne tout, lui qui prend sans toujours voir. Elle qui s'ajuste, lui qui exige. Elle qui doute, lui qui affirme. Mais aujourd'hui, elle ne joue plus, et ça change tout. Elle se souvient d'une phrase qu'elle avait lue. Parfois, le courage n'est pas de partir, mais de rester sans se renier. Elle comprend enfin ce que cela signifie. Elle n'a pas besoin de crier. Elle n'a plus besoin d'être entendue par quelqu'un qui ne veut pas écouter. Elle veut juste être en paix avec elle-même. Alors elle pose des gestes simples. Elle se lève un peu plus tôt. Elle médite. Elle boit son café en silence. Elle choisit ce qu'elle met sur sa peau, ce qu'elle laisse entrer dans sa tête. Elle trie ses pensées comme on trie des vêtements trop petits. Elle se libère du regard d'autrui comme on retire un masque qu'on a trop longtemps porté. Et peu à peu, elle se souvient de qui elle était avant qu'on lui dise comment être, avant qu'on lui reproche ses élans, ses idées, sa voix, avant qu'elle croie que l'amour voulait dire se taire. Elle revient vers elle. Et c'est un retour doux mais puissant. Elle ne cherche plus à corriger ce qui s'est passé. Elle ne veut plus débattre pour avoir raison. Ce qu'elle veut, maintenant, c'est vivre alignée, avec ce qu'elle ressent, avec ce qu'elle sait, avec ce qu'elle est. Elle n'attend plus qu'ils la reconnaissent, parce qu'elle s'est reconnue elle-même. Et dans ce regard posé sur soi, sans jugement, sans haine, il y a une paix que rien ni personne ne peut lui reprendre. Elle sait maintenant que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination, ni dans la vengeance, mais dans cette capacité rare de rester entière là où l'on a tenté de nous briser. Elle n'a pas gagné un combat contre lui. Elle a traversé un désert en elle, et au bout de ce désert, elle a trouvé quelque chose de précieux, une force nouvelle, silencieuse, digne, qui ne dépend plus du regard de personne. Elle ne sera plus jamais l'ombre de quelqu'un. Elle est enfin redevenue lumière pour elle-même. Il y a des jours où elle doute encore, des moments où le poids du passé revient, comme un souffle glacé sur sa nuque, où elle se demande si ce n'est pas elle le problème, si elle n'a pas trop changé, si elle n'est pas devenue trop dure, trop distante. Ces jours-là, elle vacille. Mais elle ne chute plus, parce qu'au fond d'elle, quelque chose a pris racine, quelque chose d'indestructible. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la certitude, c'est une connaissance silencieuse, profonde, qui dit « Je mérite d'exister même quand je déplais ». Jung disait que chaque individu porte en lui un noyau sacré, un centre que les autres ne peuvent ni donner ni détruire. Et c'est ce noyau qu'elle a retrouvé, non pas en combattant le monde, mais en cessant de lutter contre elle-même. Elle a cessé de se juger. Elle a regardé ses blessures en face, sans les maquiller, sans les dramatiser. Elle a compris que tout ce qu'elle croyait être des faiblesses, sa sensibilité, son besoin d'être aimée, sa tendance à trop donner, étaient en réalité les traces visibles de son humanité profonde. Et c'est cette humanité-là qui devient son pouvoir. Elle n'a plus peur de son intensité. Elle ne cherche plus à l'adoucir pour ne pas déranger. Elle accepte d'être cette femme qui ressent tout, qui comprend trop vite, qui perçoit ce que l'autre cache. Ce n'est plus un fardeau, c'est une boussole. Mais cette boussole ne pointe plus vers l'extérieur. Elle n'attend plus qu'il change, qu'il comprenne, qu'il revienne vers elle avec des mots justes. Elle ne fait plus de sa guérison une dépendance à son éveil à lui. Elle avance, et s'il veut marcher à ses côtés, qu'il vienne. Mais elle ne fera plus demi-tour, car elle a compris une chose essentielle. On ne peut pas forcer quelqu'un à voir ce qu'il refuse de reconnaître. On ne peut pas éveiller un cœur qui préfère dormir.
Et on ne peut pas grandir à deux si l'un reste accroché à sa petite couronne de pouvoir blessé. Elle voit maintenant ce que leur relation a révélé. Elle n'était pas juste une femme dans un couple en difficulté. Elle était le miroir d'un homme qui ne s'était jamais regardé en profondeur. Et elle, sans le vouloir, a servi de déclencheur à une guerre qu'il menait en lui. Mais ce n'est plus son rôle. Elle rend ce fardeau. Elle n'est pas responsable de sa honte, de ses peurs, de ses insécurités. Elle peut aimer, soutenir, accompagner, mais elle ne portera plus ce qui n'est pas le sien. Elle refuse d'être le réceptacle des colères non digérées, des frustrations masculines projetées sur le féminin, car c'est cela, souvent, qui se joue en silence. Le féminin devient le terrain sur lequel le masculin blessé rejoue ses défaites. Il accuse, il rabaisse, il dénigre, non pas parce qu'elle a échoué, mais parce qu'elle ose exister, parce qu'elle le confronte sans un mot, simplement en restant debout, libre, vivante. Et cette liberté, pour certains, est insupportable. Mais elle ne s'excusera plus d'être ce qu'elle est. Elle ne négociera plus sa clarté. Elle a payé trop cher pour en arriver là. Elle ne bradera pas sa lumière pour rassurer un homme qui tremble dans sa nuit. Jung écrivait que lorsque l'âme féminine se libère, elle devient contagieuse. Elle réveille les autres. Elle dérange les endormis. Elle inspire les blessés. Elle fait trembler les structures anciennes. Et c'est précisément ce qu'elle incarne, désormais. Non pas une femme parfaite, mais une femme entière. Elle a pleuré, elle a douté, elle a aimé, elle a espéré, elle a chuté, et elle s'est relevée. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que c'est ce que font les femmes qui se reconnectent à leur puissance. Elles se lèvent, lentement, et une fois debout, elle ne se courbe plus jamais. Elle sait que le chemin sera encore semé d'épreuves, qu'elle devra encore et encore poser des limites, se réaffirmer, affronter les regards, les critiques, les tentatives de culpabilisation. Mais maintenant, elle a une armure invisible, la vérité de qui elle est. Et cette vérité, personne ne pourra plus la lui enlever. Il y a une étrange liberté qui naît quand on cesse de vouloir être comprise par ceux qui ne veulent pas entendre. Elle ne cherche plus à expliquer. Elle ne tend plus des ponts vers un monde qui la nie. Elle n'a plus besoin de justification. Son silence, désormais, n'est pas un repli. C'est une déclaration, une frontière claire, une respiration sans permission. Et lui, il commence à le sentir. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas un chantage. C'est plus fort, plus subtil. C'est cette énergie qui dit « Je ne suis plus à ta merci. Je ne suis plus une extension de ton humeur, de ton regard, de ta colère. Je suis revenu chez moi. » Et, dans cette posture nouvelle, quelque chose d'inattendu se produit. Il se retrouve face à lui-même, pour la première fois, sans filtre, sans détour. Il n'a plus de coupable désigné. Il n'a plus quelqu'un sur qui rejeter ce qui bouillonne en lui. Il n'y a plus qu'un miroir, et ce miroir ne ment plus. Il sent le vide. Un vide qu'il remplissait autrefois par le contrôle, la critique, l'arrogance. Mais ce vide, c'est le sien. Ce n'est pas elle qui l'a creusé. Elle n'a fait que révéler ce qu'il fuyait depuis toujours. Et maintenant, il doit choisir. Regarder ce vide ou chercher une nouvelle personne à accuser. Mais elle ne l'attend plus. Elle a d'autres choses à faire. Elle a une vie à reconstruire, pas à partir de ce qui a été brisé, mais à partir de ce qui reste debout. Elle ne veut plus survivre dans l'espoir d'un changement. Elle veut vivre dans la certitude de sa propre valeur. Elle recommence à rire, à parler, à danser même. Et ce n'est pas une provocation, c'est une libération. Elle n'attend plus qu'on lui donne la permission d'exister pleinement. Elle l'apprend, parce que c'est son droit, parce que c'est sa nature. Jung disait que la vraie transformation ne se produit pas quand on change de décor, mais quand on change de centre de gravité. Et elle a changé de centre. Avant, elle tournait autour de lui, autour de son regard, de ses humeurs, de ses attentes. Maintenant, elle tourne autour de sa propre lumière. Et ce recentrage la rend invincible. Elle ne cherche plus à séduire. Elle cherche à vibrer. Elle ne cherche plus à convaincre. Elle cherche à créer. Elle ne cherche plus à réparer l'autre. Elle cherche à s'honorer, chaque jour, un peu plus. Et dans ce processus, elle attire d'autres présences, des regards différents, moins exigeants, plus doux, plus vrais, des gens qui ne cherchent pas à la réduire, mais à la rencontrer. Car quand une femme se guérit, elle change de fréquence. Et ceux qui l'avaient enfermée dans des rôles anciens ne savent plus comment interagir avec elle. Certains fuient, d'autres attaquent.
Mais ceux qui restent, ceux qui voient, deviennent ses alliés. Elle n'a plus peur d'être seule, parce que la solitude n'est plus un vide, mais un espace sacré, un temple intérieur, un lieu où elle peut respirer, rêver, créer, où elle ne doit plus jouer un rôle, où elle peut tomber le masque, les attentes, les devoirs. Et c'est là que l'amour vrai peut naître, pas celui qui demande des preuves, pas celui qui récompense la conformité, mais celui qui voit l'âme dans sa nudité, qui accueille sans vouloir corriger, qui aime sans vouloir posséder, qui accompagne sans vouloir diriger. Elle ne cherche plus cet amour, elle le devient. Et en devenant cet amour, elle inspire sans le vouloir. Elle devient un repère, une étincelle, une mémoire vivante que la guérison est possible. Elle ne crie pas sa victoire, elle la porte, dans sa manière de marcher, de sourire, de dire non, de ne plus se plier. Elle est là, preuve que la douleur, quand elle est traversée avec vérité, devient un feu sacré, un feu qui purifie, qui éclaire, qui forge. Et désormais, c'est ce feu-là qu'elle offre au monde. Ce feu intérieur, elle ne l'a pas trouvé dans les livres, ni dans les conseils des autres. Elle l'a trouvé au cœur même de sa chute, dans cette nuit obscure de l'âme où plus rien n'avait de sens, où chaque pas semblait vain, chaque mot inutile. Mais c'est précisément là que tout commence. Jung écrivait que ce n'est qu'en traversant nos ténèbres que nous accédons à notre lumière, pas en l'évitant, pas en la niant, mais en l'embrassant. Et elle l'a fait. Elle a regardé en face ce qu'elle fuyait depuis des années, cette peur de ne pas être assez, ce besoin d'être aimée à tout prix, ce conditionnement à se taire pour préserver l'harmonie. Elle a vu la racine de sa douleur, ce sentiment profond d'injustice qu'elle portait depuis l'enfance, cette impression que quoi qu'elle fasse, ce ne serait jamais suffisant, que ses erreurs seraient toujours plus visibles que ses réussites, que son amour serait toujours moins reconnu que ses manquements. Et maintenant, elle voit tout cela comme un système, un héritage, une mécanique inconsciente qu'elle peut choisir de briser. Parce qu'elle n'est plus cette petite fille qui cherche un regard approbateur. Elle est devenue une femme qui s'approuve elle-même. Et cette transformation ne passe pas inaperçue. Autour d'elle, des femmes commencent à parler, à se confier, à poser des mots sur ce qu'elles taisaient depuis des années. Elles disent « Je me reconnais en toi ». Moi aussi, j'ai cru que c'était de ma faute. Moi aussi, on m'a fait porter la honte de l'autre. Et elle comprend que sa douleur n'était pas unique. Elle était collective. Une blessure féminine silencieuse, transmise de mère en fille, nourrie par des siècles d'invisibilité, d'effacement, de loyauté sans retour. Mais elle comprend aussi que sa guérison peut être contagieuse. En osant se choisir, elle donne la permission à d'autres de faire de même. Elle devient un symbole vivant. Pas une héroïne, pas une femme parfaite, mais une femme vraie. Une femme qui n'a pas eu peur de toucher le fond. Une femme qui n'a pas maquillé sa douleur pour rester acceptable. Une femme qui a traversé sa propre ombre pour en extraire une lumière authentique. Et c'est cela qui touche. Ce n'est pas sa force apparente, c'est sa vulnérabilité transformée. C'est son refus de rester dans un rôle d'accuser alors qu'elle était simplement en quête d'amour. Elle ne veut plus prouver. Elle veut exister. Elle ne veut plus réparer les autres. Elle veut se respecter. Elle ne veut plus être perçue comme la cause de l'échec de l'autre. Elle veut être reconnue comme la source de sa propre renaissance. Et dans ce mouvement, elle renverse l'ancien modèle. Elle montre qu'une femme ne doit pas se sacrifier pour mériter sa place, qu'elle n'a pas à tout porter, tout absorber, tout comprendre, qu'elle peut poser des limites sans perdre son cœur, qu'elle peut dire stop sans perdre son âme. Jung disait que lorsque l'ombre devient consciente, elle ne nous détruit plus, elle nous révèle, elle nous pousse à naître à nous-mêmes, au-delà des masques, des attentes, des anciens contrats silencieux. Et elle est en train de naître, enfin, pas à travers un autre, pas à travers une validation extérieure, mais à travers cette sensation nouvelle, presque sacrée, d'être alignée avec elle-même. Elle sait que le chemin est encore long, que des souvenirs remonteront, que certaines blessures ne se ferment pas en un jour, mais elle sait aussi qu'elle ne reculera plus. Elle ne refera pas marche arrière pour apaiser ceux que sa vérité dérange. Elle a payé le prix fort pour cette clarté, et maintenant qu'elle l'a trouvée, elle la protégera comme on protège un feu sacré dans la tempête, parce que ce feu, c'est elle. Ce feu, elle ne le crie pas, elle le porte, dans sa voix plus posée, dans ses silences assumés.
dans ses choix simples mais radicaux, dans sa manière d'entrer dans une pièce sans s'excuser d'exister, dans sa façon de ne plus rétrécir pour mettre les autres à l'aise. Elle n'a pas besoin de discours, son énergie parle pour elle. Autrefois, elle aurait essayé de rassurer, de corriger, de moduler sa lumière pour ne pas froisser. Aujourd'hui, elle la laisse être. Et ceux que ça dérange peuvent détourner les yeux. Elle ne s'effacera plus, parce qu'elle a compris ce que tant d'autres femmes commencent seulement à entrevoir. Ce n'est pas notre intensité qui est un problème. C'est la société qui nous a appris à en avoir honte, à croire que notre puissance était trop émotive, trop sensible, trop intuitive, trop présente. Mais il n'y a pas de trop. Il n'y a que ce qui est nié. Et maintenant, elle ne nie plus rien. Jung écrivait que ce que nous n'exprimons pas devient destin. Et elle en a assez d'être le fruit de silences transmis. Elle veut créer sa vie, non pas à partir de la peur, mais à partir de sa vérité la plus intime. Elle ne veut plus se conformer à ce qu'on attend d'elle. Elle veut suivre ce que son âme appelle. Et parfois, cet appel est étrange, déroutant, radical. Il demande de dire non à ce qu'on aimait, de quitter ce qui était familier, de décevoir ceux qu'on voulait préserver. Mais il mène, toujours, à une forme de vérité. Et c'est vers cette vérité qu'elle marche désormais, sans plan tout fait, sans promesse extérieure, mais avec une confiance intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Une sorte de foi nue, dépouillée, qui ne dépend de rien d'autre que d'un ressenti. Je suis enfin au bon endroit, en moi. Elle n'attend plus que quelqu'un la rejoigne dans cette clarté. Mais si quelqu'un vient, il devra venir nu lui aussi, sans masque, sans rôle, sans peur d'être vu dans son entièreté, car elle ne veut plus d'un amour qui l'éteint. Elle veut un amour qui respire avec elle, qui marche à ses côtés, qui ne la regarde pas d'en haut, ni d'en bas, mais d'égal à égal, d'âme à âme. Et si cet amour n'existe pas encore, elle ne désespère pas. Elle sait qu'il existe quelque part dans les possibles qu'elle appelle. Mais même s'il ne venait jamais, elle ne s'appartiendrait pas moins. Elle ne vaudrait pas moins, parce qu'elle a fait la paix avec la seule chose qu'elle ne pouvait plus fuir, elle-même. Elle n'est plus celle qui supplie qu'on la voie. Elle est celle qui s'est regardée en face et qui s'est dit, les yeux pleins de larmes et de lumière, « Je suis celle que j'attendais ». Et cette phrase suffit à tout transformer, car le monde ne changera pas en surface, mais il changera un cœur à la fois, une femme à la fois, une vérité à la fois. Et aujourd'hui, dans ce monde encore trop sourd au murmure de l'âme, elle devient un phare silencieux, pas pour briller, mais pour montrer qu'il est possible d'exister, pleinement, librement, sans demander pardon. Et dans ce simple fait d'exister, elle devient un acte de guérison, pour elle, et pour toutes celles qui, à travers elle, commencent aussi à se relever.